d'exploration préclinique et un site d'exploration clinique. Aujourd'hui, je vous montrerai plutôt des images et sur le site clinique où on explore plusieurs organes, le muscle, le cœur, le système nerveux central. Donc je focaliserai plutôt sur le système nerveux central, donc la moelle et le cerveau. Et mon domaine de spécialité donc, se situe autour de la segmentation. En fait, je suis ingénieur dans ce laboratoire et je dois aider chercheurs, doctorants, postdoctorants à mettre en place des méthodologies de segmentation les plus efficaces, les moins biaisées possibles, avec comme objectif de faire des études de groupe. On étudie beaucoup la sclérose en plaques à Marseille. On a des très larges cohortes de patients atteints de sclérose en plaques, des patients épileptiques, des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique. Donc vous verrez quelques résultats un petit peu rapides. Hein. Je ne passerai pas en détail. Je veux plutôt mettre l'accent sur la méthodologie et la façon dont on met en place des processus de segmentation. L'atelier, donc là ça sera un petit cours qui peut durer entre un quart d'heure et une heure, donc je pense que on prendra notre temps ensemble, vous pourrez poser des questions tout le long du cours, on va prendre une bonne heure sur ce cours-là, il n'y a pas beaucoup de slides, mais on va pouvoir les commenter en détail. L'objectif de l'atelier, ensuite, sera de mettre en place un processus... Ah, on a été coupé. Ah, bon, c'est bon, ça repart. L'objectif de l'atelier, ce sera donc ça va être un atelier sous Google Colab. Donc j'ai préparé un notebook Jupyter que je partagerai avec vous, bien sûr. Et l'idée, c'est de développer et de comprendre un petit peu le processus que vous avez déjà bien exploré avec Antoine sur la mise en place d'un réseau CNN et avec un objectif de segmentation. Donc on fera une segmentation de cerveau à part sur des IRM T1. Et on essayera de montrer deux choses, je vous montrerai tout à l'heure l'énoncé, l'intérêt du deep learning et surtout le fait qu'on peut on peut mettre en place un réseau avec peu de lignes de code et un réseau qui peut s'avérer assez rapidement efficace pour une tâche qui par ailleurs, même si elle paraît basique, la tâche de segmentation du cerveau peut être assez complexe avec des algorithmes standards. Donc on verra tout ça. Bon, petit rappel sur la segmentation. Même si Antoine vous en a déjà parlé, voilà, c'est une slide qui vous donne un petit peu la définition générale de la segmentation. La segmentation, c'est extraire les frontières ou les contours des structures anatomiques ou pathologiques. Oh là là, excusez-moi, la connectique n'est pas terrible. Donc extraire les frontières ou les contours anatomiques ou pathologiques pour en révéler leur forme géométrique. C'est une définition assez générique. Qu'est-ce que vous voyez à l'image? Vous voyez une coupe IRM pondérée T1 ici. Donc c'est le standard pour la segmentation jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez peut-être, je vous montrerai quand même quelques exemples sur le fait que ça va plus l'être dans pas longtemps. C'est-à-dire l'apparition des multicontrastes et la performance des algos de DEEP en particulier et même des processus de recalage multicontrast font qu'on segmente mieux quand on a plusieurs contrastes, quand on a des informations complémentaires. Mais jusqu'à présent, tous les outils de segmentation comme FreeSurfer, FSL, BrainVisa, tous les outils reconnus dans la communauté avaient nécessairement besoin d'un contraste T1, T2 qui mettait en évidence un fort contraste matière grise, matière blanche. Donc ça permettait, depuis des dizaines d'années, d'obtenir des segmentations des tissus. Donc le premier besoin, on a eu besoin avec la segmentation de caractériser les tissus et quantifier leur volume. Donc tissus principalement gris, blanc, CSF, avec derrière, et c'est pas présenté ici, souvent des cartes de probabilité d'appartenance à ces tissus. Ici on voit les trois couleurs qui correspondent à une segmentation multiclasse, mais qui sont des masques finalement binaires.
derrière, voilà, il faut savoir qu'entre chaque interface, il y a des incertitudes. On en parlera aussi. L'avantage du DIP est aussi de pouvoir donner aussi une carte d'incertitude associée à la segmentation. Ici, vous voyez une segmentation plus fine qui est le résultat de FreeSurfer, qui vous fournit une segmentation des régions corticales et des régions sous-corticales, des noyaux gris centraux. Donc clairement, c'est très limité pour nos études de ramener la segmentation, de faire des quantifications à l'échelle de toute la matière blanche, de la matière grise. On a besoin plus finement d'aller faire des mesures dans des régions spécifiques du cortex. Alors, je vous le montrerai aussi par la suite sur d'autres slides. Il y a autant de laboratoires qui s'intéressent à la segmentation que ce qu'il y a d'atlas. C'est-à-dire chaque laboratoire produit son atlas spécifique. Donc on est vite perdu quand on s'intéresse à la segmentation. C'est-à-dire vite perdu dans le choix des atlas. Il y a toute une réflexion à faire dans vos études sur quels sont les atlas les plus pertinents pour répondre aux questions que vous vous posez. Donc ça, c'est aussi des réflexions à avoir quand on aborde la segmentation. Je parle aussi de la segmentation de la matière blanche, c'est-à-dire dans la matière blanche, vous savez tous qu'il y a des faisceaux de matière blanche et il existe des moyens de les segmenter difficilement sur des images anatomiques. Donc on a des pondérations et des séquences, en particulier l'IRM de diffusion, qui permet de segmenter aussi des faisceaux, et il y a des atlas de faisceaux de matière blanche qui existent dans la communauté. Donc pour nous tous, neuroscientifiques, cliniciens, ces méthodes-là sont associées à des outils. Donc il faut considérer qu'on a à disposition des outils qui sont nécessaires pour effectuer des mesures. Et je dis toujours à mes étudiants en master, tous ces outils sont basés sur des modèles qui sont souvent approximatifs, en tout cas des modèles mathématiques qui réduisent la complexité de la réalité. Et donc ces modèles induisent des erreurs de mesure. Et donc au niveau de la segmentation, il faut qu'on connaisse ces erreurs des mesures potentielles. Donc on a beaucoup de façons associées aux atlas et aux méthodes et aux outils, on a souvent des valeurs de biais. C'est-à-dire quand on va vouloir mesurer le volume du thalamus, par exemple, les papiers décrivent qu'on va être sensible à 15% d'erreur. C'est-à-dire si on veut chercher à travers une étude de groupe à mesurer moins de 15% de variation entre un groupe et un autre sur le volume du thalamus, la méthode est à écarter évidemment très vite. Donc il faut chercher à mettre en avant des nouvelles méthodes ou des nouveaux atlas. Donc moins on fait d'erreurs de segmentation, moins on aura de biais à l'interprétation. Voilà, moi j'ai toujours très peur dans les études sur lesquelles je travaille de produire des résultats faux ou trop biaisés. Donc je m'intéresse beaucoup dans tous ces papiers qui utilisent la segmentation, voilà, aux erreurs associées, et c'est très important de le faire pour vous. Alors, donc je réduis vraiment la segmentation aux images IRM, hein, c'est mon domaine de spécialité. Quand on s'intéresse du coup à ce domaine-là, j'affiche ici un résultat bibliométrique qui était plusieurs requêtes effectuées sur le site de PubMed, pour lequel j'ai demandé les mots-clés suivants. C'est-à-dire, si on associe le terme segmentation à IRM, on s'aperçoit qu'en fait, bon, attention, hein, l'ordonnée ici est montrée sur une échelle logarithmique, on s'aperçoit que depuis 10 ans, donc on a clairement une augmentation exponentielle du nombre de papiers dans ces deux domaines-là, enfin dans ces domaines associés, segmentation et IRM, avec, vous le remarquerez aussi, beaucoup de papiers à lire. C'est-à-dire si on veut être à jour au niveau de la segmentation et de l'IRM, il faut lire 2000 papiers par an. Donc c'est extrêmement compliqué.
Donc il faut réduire un petit peu, donc il y a des revues, vous verrez, je vous donnerai quelques exemples, je vous ai trié quelques papiers à lire fondamentaux pour bien comprendre assez rapidement l'état de l'art de la segmentation en IRM. Il y a plusieurs revues qui sont très très intéressantes. Alors, dans ce cadre de la présentation, en fait, j'ai fait ce séminaire il y a 2 semaines dans un groupe de travail sur l'IRM à Très-Haut-Champ. En France, à Marseille, on a un IRM 7 Tesla. Et on est peu en France, on a 3 centres, Poitiers, Marseille et Paris. Et on a un petit réseau de travail, un petit groupe de travail qui partage au niveau de la méthodologie d'acquisition, au niveau du post-processing, nos expériences. Il y a plusieurs dizaines d'IRM à 7 Tesla dans le monde, donc il y a quand même beaucoup de publications qui s'intéressent à l'IRM 7 Tesla. Et vous verrez que c'est hyper intéressant pour toute la communauté aussi IRM, c'est que l'apport des recherches à 7 Tesla va faire l'objet d'un transfert de technologie et de méthodologie pour des IRM plus conventionnels et cliniques. Et il y a beaucoup de papiers, je vous donnerai les papiers à lire, je vous suggérerai de lire quelques papiers là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on voit quand on associe le mot-clé 7 Tesla? On est aussi dans le même niveau de facteur exponentiel. Il faut lire une 50aine de papiers par an. Et ce qui est très intéressant, dans cette analyse B biométrique, et c'est l'objet de votre formation aujourd'hui, c'est le deep learning. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez que depuis 2016, il y a un point de cassure qui est très net. C'est que depuis 5-6 ans, on est dans un facteur encore plus croissant, exponentiel, de l'introduction de ces principes de deep learning pour la segmentation. Ça veut dire que nous, en tant que méthodologie segmentation, on est obligé de s'intéresser au deep learning, sinon on est à la marge de tout ce qui se fait actuellement. Et les papiers sont nombreux. J'étais dans le cours de neurosciences, j'ai été un peu interpellé. On m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire en segmentation dans le cadre d'études sur les patients atteints de schizophrénie. Donc j'ai fait hier soir ou avant-hier soir une petite recherche à l'hôtel sur les derniers papiers. Et en fait, les 2 derniers mois, il y a des papiers qui s'intéressent à des petits noyaux, segmenter des petits noyaux de gris centraux par des approches deep learning qui montrent que c'est bien plus efficace que des approches par Atlas et tout ça. Donc en fait, on a 10 papiers par mois à lire. C'est assez incroyable. Alors j'ai représenté le schéma que Antoine a dû vous montrer plusieurs fois. C'est quand même tous ces réseaux-là pour la segmentation sont des réseaux convolutionnels. Donc ils font ces fameux réseaux CNN que Antoine vous a expliqué en détail et qu'on utilisera dans le cadre de l'atelier. Alors, le bref état de l'art parmi les 3000 papiers à lire, je vous en ai sélectionné quelques-uns avec certains thèmes. Donc je vous suggère de lire ces 2 revues de littérature sur la segmentation. Alors c'est marrant, il y a quand même encore des gens qui font des revues assez récentes qui abordent les techniques de segmentation en imagerie médicale sans aborder le deep learning. Il y a quand même, on n'a pas quand même tué toutes les approches basées contours, régions, atlas. C'est encore utile et je vous montrerai pourquoi. C'est-à-dire que pour l'instant, le deep learning résout des problèmes quand même relativement simplistes en segmentation à l'instant T. C'est-à-dire segmentation du masque du cerveau. Il y a des gens qui ont essayé d'automatiser la segmentation corticale et sous-corticale pour reproduire le même résultat que FreeSurfer, donc ça s'appelle Fast Surfer, mais assez décrié dans la communauté parce que produisant des résultats pas aussi bons encore que les algorithmes Atlas-based. Donc il faut bien voir, le deep learning ne balaye pas encore toutes les approches Atlas-based. Donc je montre ici, voilà, en termes de segmentation, j'ai une question. Le 7 Tesla, qu'est-ce qu'il apporte de plus par rapport à... Vous allez voir, le 7 Tesla, qu'est-ce qu'il apporte de plus? C'est un petit peu indiqué ici, c'est que il y a des papiers qui montrent qu'en fait, on peut arriver à segmenter et repérer des noyaux, voire des sous-noyaux profonds, des noyaux profonds,
principalement grâce à la très haute résolution spatiale. En fait, la segmentation, les limites de la segmentation sont souvent liées à la résolution spatiale, à la présence d'artefacts et au bon contraste de tissu. Le très haut champ permet d'avoir un meilleur contraste avec des séquences spécifiques qui augmentent le contraste gris-blanc. Il permet d'avoir une bien plus haute résolution spatiale. Donc et je vous montrerai des exemples sur des atlas produits grâce à la très haute résolution spatiale. Vous voyez dans ce type de papier, voilà, le globus pallidum, on reviendra là-dessus, c'est un petit noyau qui est, je ne connais pas sa fonction exacte, mais il participe, ce noyau, à un relais avec le thalamus, et il est connecté à des sous-noyaux du thalamus. À 3 Tesla ou à 1,5 Tesla, aucun atlas permet de dissocier sa partie interne de sa partie externe. C'est ce qui est décrit dans ce papier. Et voilà, ce papier résume un peu tout. Human Brain Mapping, qui est un des journaux fondamentaux méthodologiques en segmentation et plus largement en processing d'IRM. Voilà, en 2021, ces auteurs ont proposé une approche automatique en deep learning pour segmenter ce noyau-là à un niveau de précision qu'aucun autre atlas le faisait avec l'IRM conventionnel. Et après, voilà, j'ai sélectionné ici ce qui intéresse. Tout le monde n'a pas des 7 Tesla. Il y a quand même une grosse communauté internationale, mais l'objectif de cette communauté, c'est de faire du transfert de techno et de méthodes à des IRM cliniques. C'est ça le but. On a besoin de... Les cliniciens, aujourd'hui, ils ont besoin, en faisant une IRM, que les IRM soient plus rapides et obtenir plus rapidement des résultats quantitatifs. Des segmentations de lésions, on aimerait, je pense, les cliniciens aimeraient avoir des résultats directement de calcul de connectome pour extraire l'efficacité du connectome du patient et pas simplement obtenir ces résultats à travers des travaux de recherche qui durent des mois. Voilà. Donc, je pense que notre communauté est consciente de ça et du fait que l'objectif, c'est faire du transfert vers la clinique. Et vous voyez, pas qu'au niveau du post-processing, mais même au niveau du développement de séquences, on voit ici, il y a eu des séquences comme les séquences MP2Reg, qui sont des séquences optimales qui ont été développées spécifiquement à 7T, qui sont maintenant de plus en plus transférées pour la 3T. Et du coup, il faut revoir tous les algorithmes de segmentation parce qu'on a des nouveaux contrastes. Alors, j'ai dit que je parlais un peu de système nerveux central, donc je vais commencer par la moelle épinière. Dans notre labo, on est assez investi dans cette thématique parce que en fait, on s'inscrit dans le développement de la Spinal Cord Toolbox. Alors, on n'est pas les concepteurs, mais on est contributeurs dans cette boîte à outils. Si vous faites des études sur la moelle, des études de groupe qui nécessitent de faire des segmentations sur des multimodalités IRM, je pense que c'est incontournable d'utiliser cette toolbox. Elle fait l'unanimité dans la communauté. Et il y a ce papier décrit, par exemple, papier assez récent, qui montre que ces méthodologies peuvent être utilisées dans le cadre d'études cliniques et d'essais cliniques. Donc je ne vais pas 100% détailler ce qu'on appelle des pipelines de segmentation qui sont présentés ici, mais globalement, c'est pour vous montrer qu'en fait, une chaîne de traitement est relativement complexe. Donc, classiquement, quand on veut faire de la segmentation, on a besoin d'images anatomiques. L'imagerie anatomique de la moelle, on utilise plutôt du T2, voire du T2 étoile. Vous verrez des magnifiques images T2 étoile de coupe axiale de la moelle. Donc, bon, tout dépend de l'objectif de vos études, c'est-à-dire classiquement on a une imagerie sagittale qui va permettre avec des segmentations
globale du cordon, repérer les disques, les disques et repérer les niveaux cervicaux, thoraciques, etc. Utiliser et normaliser des données dans un espace commun pour projeter après un certain nombre d'atlas de la matière blanche, donc ici on le voit en rouge, ou des atlas probabilistes gris-blanc. Voire on arrive aujourd'hui à projeter des atlas probabilistes et des tracts de matière blanche. Alors je vous montrerai un petit peu comment ça a été construit, ces atlas de tracts. Et en particulier, nos contributions dans cette boîte à outils se sont situées au niveau des atlas probabilistes des tissus. Au début de la présentation, je vous disais, les premières tâches qu'on a voulu faire en segmentation pour le cerveau, c'était caractériser les tissus matière grise, matière blanche. On le fait depuis plus de 15 ans, 20 ans, avec des outils comme SPM, Hans, FreeSurfer. On le fait depuis moins de 10 ans pour la moelle, parce qu'en fait, il n'existait pas d'atlas probabiliste de la moelle. Donc c'est cette transition-là. En fait, à Marseille, on a proposé et intégré dans cette boîte à outils les premiers atlas probabilistes de la moelle sur la base d'images acquises à 3 Tesla. Donc c'était un étudiant en thèse, Manuel Tazo, qui a publié le premier atlas AMU15. Donc vous avez tous entendu parler du MNI 152, qui est le référentiel, j'espère que vous avez entendu parler de ce référentiel-là. Pour toute étude du cerveau qui cherche à étudier et faire des études de groupe, on a besoin de normaliser les données. On les normalise dans un référentiel commun qui a été développé à Montréal, et ce référentiel commun, c'est un cerveau moyen avec un référentiel associé qui s'appelle le MNI 152, parce qu'il a été construit par la moyenne de 152 cerveaux recalés de manière rigide. Après, il y a eu des versions beaucoup plus abouties de ces templates et ces atlas associés, avec des approches non linéaires, mais les premiers atlas des cerveaux, c'était le MNI. Nous, on a proposé dans la moelle de moyenner 15 images T2 étoiles ici. Vous voyez, on commençait il y a 6-7 ans à voir un contraste dans ces atlas gris-blanc. On voit apparaître un petit peu le papillon de la matière grise en hypersignal. Et on a réussi, avec des segmentations manuelles dans l'espace des sujets, à moyenner et à recaler et construire ce qu'on appelle des cartes probabilistes. C'est-à-dire ici, sur cette petite imagette, si le pixel est rouge, c'est qu'il a 100% d'appartenance à la matière grise. Et on a bien sûr des probabilités qui décroissent aux interfaces des tissus gris-blanc. Un an plus tard, on a poulé 25 sujets de plus dans le même référentiel, et on a vu apparaître un petit peu mieux le contraste. Alors, je vous expliquerai pourquoi on fait apparaître, c'est ce qu'on appelle il y a derrière ces notions-là parfois un peu de super résolution. Je vous ferai un petit exemple sur le cerveau qui montre un petit peu pourquoi on arrive à faire apparaître des détails quand on moyenne des images, si on le fait correctement. Donc vous voyez ici la carte probabiliste du tissu de la matière grise qui s'affine un petit peu. On voit un petit peu plus de détails, on a plus de variabilité dans les probabilités. Et donc, 4 ans après, à cette thèse-là, on a proposé aussi au labo, avec de l'imagerie T1 quantitative, en moyennant 40 sujets, on a vu qu'il y avait des patterns dans la matière grise, des patterns, et ça nous a permis de proposer aussi un atlas plus fin des tracts de matière blanche et des régions ventrales, dorsales de la matière grise. Donc on essaye d'affiner ces atlas-là avec l'objectif, vous l'avez bien compris, c'est quand on a un atlas comme ça, pour faire des mesures dans l'espace de sujet, il faut arriver par le recalage à le reprojeter dans les couples du sujet. Donc ça c'est... pas en détail ici parce que c'est des cours, moi je fais des cours sur le recalage d'images et la projection d'atlas. Voilà, c'est des cours qui se mènent sur 3-4 séances de 3 heures de cours. Donc
Mais sachez ce mot-clé, voilà, le recalage d'image sert à projeter, à déformer des atlas d'un référentiel, d'un template commun vers l'espace du sujet et inversement. Alors, je voulais mettre un petit peu en évidence l'imagerie à cette Tesla, c'est que il y a quelques mois, on a développé un atlas avec plus de sujets encore, 78 sujets en mélangeant patient-témoin. Et on l'a fait avec des outils élaborés qui permettent d'utiliser de la multimodalité IRM, c'est-à-dire T1, T2 étoiles. Et grâce à ça, on a été très surpris de voir que l'image du template, elle était plus aussi floue que celle qu'on obtenait il y a quelques années. Elle faisait même apparaître des détails anatomiques assez impressionnants. On zoomera, on focalisera un petit peu plus là-dessus tout à l'heure. Mais on a aussi, en parallèle de la construction de cet atlas, proposé toute une procédure de segmentation automatique basée sur du deep learning. Donc, si vous êtes intéressé par ces approches, on a développé ça avec un étudiant en 1 mois. Ce papier, on l'a partagé sur Archive. Pourquoi on a fait ça? C'est que les développeurs de la Spinal Cord Toolbox, que je vous ai présenté tout à l'heure, quand ils ont vu les résultats obtenus par ce modèle Deep Learning, ils ont voulu, le deal avec eux, c'était qu'on leur fournisse tout de suite le modèle de Deep, qu'on l'intègre immédiatement dans leur toolbox pour faire profiter à toute la communauté des 7 Tesla de ce nouveau modèle de segmentation gris-blanc. Et le deal, c'est évidemment, en fait, vous savez tous qu'on ne propose pas une méthode de segmentation sans décrire et sans l'avoir validée. Donc il a fallu évidemment qu'on fasse une validation très aboutie et qu'on montre que ce modèle était plus performant que le modèle générique Deep Learning qui était déjà intégré dans cette toolbox, mais qui faisait l'objet d'un apprentissage sur des bases d'images acquises à 3 Tesla et à 5 Tesla, alors des très très larges bases, mais qui n'étaient pas du tout robustes aux images à 7 Tesla. Pour les raisons dont vous vous doutez, c'est qu'en fait, le deep learning ne fait pas de miracle, il ne fait pas plus de miracles il ne sait pas mieux segmenter si on ne lui apprend pas bien à le faire qu'un clinicien. C'est-à-dire les cliniciens, quand ils voient pour la première fois une image acquise à 7 Tesla, ils voient un nouveau contraste, ils voient des artefacts qu'ils ne voyaient pas avant, donc ils ont besoin de voir beaucoup d'images et d'essayer d'éliminer ces artefacts et de se faire leur propre expertise sur des nouveaux contrastes. Le deep learning, c'est pareil. On a observé en fait qu'il n'était pas forcément robuste si on ne lui présentait pas des images qui présentaient des artefacts. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aussi dans cette étude, si ça vous intéresse, c'est qu'on a regardé l'impact du data augmentation et on a essayé de mettre en place quelque chose d'assez nouveau, c'est de faire du data augmentation réaliste. C'est-à-dire, il y a beaucoup de deep learners qui utilisent les toolbox, donc toutes les toolbox Keras, PyTorch et tout ça, et qui activent le data augmentation parce que tout le monde sait que augmenter ces données, quand on en a peu, ça va participer à augmenter la robustesse de votre modèle parce que ça va donner des configurations, ça va générer des images différentes avec des morphologies différentes, des anatomies, des contrastes différentes. Voilà. Mais moi, j'ai quand même voulu, dans ce cadre-là, comparer des approches sans augmentation de données, comparer des approches avec des augmentations de données, selon moi, pas toujours pertinentes, c'est-à-dire on n'a pas un intérêt à faire n'importe quelle transformation géométrique sur une image médicale. En fait, pour la raison qui paraît simple, c'est que quand on fait par exemple des coupes de la moelle, on n'a aucun intérêt de flipper et d'inverser la forme de la moelle, parce qu'en fait, à l'acquisition, elle ne sera jamais dans cette configuration. Donc on ne va pas vous dire, à vous cliniciens, de segmenter, de construire des bases réalistes
par exemple, sur la base de segmentation manuelle, sur des images qui n'ont aucun sens, c'est-à-dire des images dont on va changer les proportions à des facteurs qui ne pourront pas exister dans la réalité. Donc, nous, ce qu'on a proposé ici, c'est d'écrire dans ce papier, c'est utiliser le recalage non linéaire pour plaquer le contraste d'une moelle d'un patient sur la morphologie d'un autre, et inversement. Ajouter des artefacts IRM connus à cette test-là, par exemple. C'est-à-dire du ghosting, du mouvement. Donc ça, on sait faire maintenant en traitement d'image. On sait générer de manière artificielle des artefacts. Donc c'est ce que vous voyez ici. Ici, vous voyez le classical dot augmentation. Donc on a voulu quand même le comparer aux autres approches. Voilà, on a fait du resizing, du random transfowaffine par exemple. Ici, on a fait du smart data augmentation, donc c'est des transfos élastiques qui sont décrits comme des transfos élégantes, mais qui pour nous ne sont pas forcément pertinentes, parce que déformer non linéairement une moelle, sans maîtriser le modèle de déformation, pour moi c'est aussi une aberration. Et on le prouve en fait dans ce papier, on montre que ça n'apporte rien. Donc, et par contre, on a montré que le realistic data augmentation avait une